Pas de lumière, pas d'avertissement, pas de seconde chance. Au cœur de la nuit, un groupe de combat américains, articulé autour d'un porte-avions, fendait silencieusement les eaux sombres du golfe Persique lorsque quelque chose d'inhabituel apparut sur les écrans radars. Pas un contact, pas 5, des dizaines, qui se déployaient comme aide-doigts depuis le littoral iranien, rapides, rasant la surface, animés de la détermination propre à celui qui n'a absolument rien à perdre. Ce qui se produisit au cours des 40 minutes suivantes ne changea pas seulement l'issue de cette nuit-là. Cela modifia l'ensemble des équilibres de puissance dans le Golfe. Persique d'une manière qui ne peut plus être effacée. Car ce que les États-Unis accomplirent dans ces eaux n'était pas une victoire militaire ordinaire. C'était un message écrit dans le feu, dans les brouillages électroniques et dans l'escoque fracassée, un message qui signifiait sans ambiguïté possible à chaque marine de la région qui dominait ces eaux. L'Iran a pris cette leçon de la façon la plus brutale qui soit. Commençons par la géographie, parce qu'elle est ici d'une importance capitale. Le golfe Persique et le détroit d'Ormuz comptent parmi les voies maritimes les plus stratégiquement significatives de la planète entière. On parle d'un goulet d'étranglement, large à son pointe, le plus étroit d'à peine 34 km, par lequel transitait chaque jour environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. 20%. Ce sont des pétroliers qui transportent des millions de barils de brut à travers une bande d'eau qu'elle on peut traverser du regard, d'une rive à l'autre, par temps clair. Pour l'Iran, cette géographie est tout. La marine des gardiens de la révolution islamique, connue sous le sigle des adésignations anglaises, a consacré des décennies à construire une doctrine militaire entière autour d'une seule idée centrale. Si nous ne pouvons pas remporter un combat naval conventionnel contre les États-Unis, alors nous rendons le coup d'un affrontement contre nous si élevé que l'Amérique finira par reculer. Cette doctrine s'appelle la guerre asymétrique, et pendant un certain temps, elle était réellement préoccupante. Plutôt que de construire des porte-avions coûteux ou de grands destroyers qu'il ne pouvait ni se payer ni entretenir, l'Iran investit dans les SESAM. Des centaines de petites embarcations rapides d'attaque, des vedettes en substance, armées de missiles, de torpilles et de mines, capables de surgir en masse depuis le crique côtière pour submerger une adversaire plus grande et plus lent par la seule force du nombre. On pourrait comparer cela à des spires en as contre un requin. Individuellement, aucune de ces petites embarcations ne représente une menace sérieuse, mais 100 d'entre elles attaquant simultanément depuis toutes les directions, c'est un problème d'une toute autre nature. L'Iran combina ces embarcations et naissait avec des drones bon marché, consommables, sans pilote, conçus pour voler à quelques mètres au-dessus de la surface des lots et difficiles à suivre sur le radar. Des batteries de missiles côtières furent intégrées dans les falaises et les crêtes rocheuses autour d'Ormuz. Un réseau sophistiqué de drones relais, volant en altitude, servait de pont numérique entre les vedettes d'attaque rapide et les centres de commandement à l'intérieur des terres, acheminant des données de ciblage en temps réel dans les deux sens. Sur le papier, cette stratégie avait de véritables crocs. Des analystes militaires rédigeaient depuis 2 années des rapports alarmants à ce sujet. Des auditions au Congrès s'interrogeaient sur la préparation de la marine américaine. Les dirigeants iraniens se vantaient ouvertement de pouvoir fermer le détroit d'Ormuz en quelques heures, si on les y provoquait. Puis, les États-Unis décidèrent de mettre cette affirmation à l'épreuve. L'opération débuta par ce qui ressemblait à première vue à une patrouille de liberté de navigation de routine. C'est une mission standard de la marine américaine, au cours de laquelle des navires de guerre traversent 2 eaux internationales pour faire valoir le droit légal de le faire, notamment dans des zones où d'autres nations revendiquent un contrôle exclusif. Mais cette patrouille particulière n'avait rien de routinier. À la tête du groupe de combat se trouvait le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower, une ville flottante de puissance militaire comprenant le porte-avions lui-même, des croiseurs lance-missiles, des destroyers, des sous-marins opérant silencieusement sous la surface et une île aérienne de plus de 60 appareils. Une escorte naviguait des destroyers de la classe Harley Burke,
parmi les navires de combat de surface les plus perfectionnés jamais construits, chacun équipé du système de combat Aegis, un réseau intégré de radars et d'armes capables de suivre et d'engager simultanément des dizaines de menaces dans le domaine, aérien, maritime et sous-marin. Au moment où tout ce groupe de combat pénétra dans le Golfe, le réseau de surveillance iranien s'illumina. Les stations radars côtières commencèrent à émettre. Des patrouilleurs d'ex-gardiens de la Révolution se mirent à filer dans l'ombre de la formation à distance de sécurité. Les communications radio-militaires iraniennes, que les renseignements des signaux américains écoutaient presque certainement en temps réel, s'emballèrent de façon spectaculaire. L'Iran devait prendre une décision. Reculer et laisser les Américains passer sans encombre, ou démontrer que la doctrine asymétrique des gardiens de la Révolution restait pertinente. Ils choisirent la démonstration. Depuis une douzaine de criques et de cachettes côtières différentes, l'Iran commença à déployer ses actifs en essaim. Les embarcations rapides d'attaque déferlèrent en vagues coordonnées. Des drones décollèrent depuis 2 rampes de lancement côtières. En altitude, des drones relais établirent le réseau de communication numérique qui reliait tout l'ensemble. Depuis le centre de commandement iranien, cela ressemblait à une exécution conforme au manuel de leur doctrine. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tout ce qui se passait de leur côté de cet engagement était déjà observé, était intégré dans un système tactique américain qui avait environ 10 générations d'avance sur tout ce que l'Iran avait jamais connu. Il faut s'arrêter ici pour parler de quelques équipements, car comprendre la technologie est le seul moyen de comprendre pourquoi les choses tournèrent si vite au désastre. Commençons par le Growler, désigné Epsilon Alpha 18 Golf. Quiconque connaît le Super Hornet Foxtrot Alpha 18, l'avion de combat principal qu'il y a marine opère depuis porte-avions, comprendra que le Growler en est le frère dans le domaine de la guerre électronique. Il lui ressemble presque en tout point, mais au lieu de bombes et de missiles air-air, il est bourré de bout en bout de brouilleurs, de récepteurs de signaux et de certains des systèmes de guerre électronique les plus sophistiqués jamais montés sur un aéronef. L'arme principale du Growler n'est pas explosive. Elle est électromagnétique. Et voici la partie que la plupart des gens ne saisissent pas pleinement. Lorsque les systèmes radars iraniens émettent un signal pour rechercher des cibles, le Growler ne se contente pas de perturber ces signaux avec du bruit, comme on monterait le volume parasite d'une station de radio. C'est une vieille technologie. C'est que fait le Growler est bien plus élégant et bien plus dévastateur. Il utilise un système appelé mémoire numérique de fréquence radio. Ce système fonctionne ainsi. Le Growler reçoit l'impulsion radar d'une batterie de missiles solaires iranienne, la numérise en quelques nanosecondes, manipule les paramètres du signal et le renvoie au radar iranien. Ce qui apparaît sur l'écran de l'opérateur iranien n'est pas du bruit de brouillage. Ce sont des cibles fantômes, des centaines d'entre elles, imitant toutes parfaitement les signatures radar d'avions réels. Vitesse correcte, altitude correcte, section efficace radar correcte. L'opérateur radar iranien ne voit pas de perturbation. Il voit un ciel rempli de menaces qui n'existent pas. Il commençait à tirer des missiles sûrs de fantômes. Ses stocks de missiles s'épuisent. Son équipage panique. Est le temps que quelqu'un comprenne ce qui se passe, les véritables appareils ont déjà transmis les coordonnées exactes de sa position radar pour sa destruction. Le deuxième élément technologique est le chasseur, de 5e génération, à décollage depuis porte-avions, le Foxtrot 35 Charlie. Cet appareil apporte quelque chose d'inédit à cet engagement. La fusion de capteurs. Chaque détection radar, chaque signature infrarouge, chaque interception de signal provenant de chaque plateforme dans l'espace de bataille, des Growlers, des destroyers, des sous-marins, des autres appareils, tout cela est traité et fusionné en une image tactique unique, éclair. Quail Foxtrot 35, Charlie distribue à l'ensemble du groupe de combat via une liaison de données chiffrées. Ce que cela signifie concrètement, chaque navire américain et chaque avion américain danse le golfe combattent en substance avec le même cerveau. Une conscience commune est interconnectée qui traite les informations plus vite qu'aucun opérateur individuel ne pourrait le faire,
qui priorise automatiquement les menaces et coordonne les réponses sur de dizaines de plateformes simultanément. Le réseau de commandement iranien fonctionne selon un modèle radicalement différent. Les informations circulent des postes d'observation vers les centres de commandement, puis vers les unités individuelles, via de liaisons radio et de drones relais. C'est plus rapide que tout ce qu'ils savaient il y a 20 ans. Mais c'est dans une catégorie totalement différente des ce à quoi ils avaient affaire cette nuit-là. L'essaim se lança. Des dizaines d'embarcations rapides d'attaque, fonçant vite et bas sur l'eau. Des vagues de drones rasant la surface à quelques mètres à peine, spécialement conçues pour générer des écoparasites sur les radars et rendre le suivi difficile. Depuis l'intérieur du centre d'information de combat à bord du destroyer chef de file, cela ressemblait au départ exactement à l'attaque de saturation planifiée par l'Iran. Des dizaines de contacts convergeant depuis plusieurs directions. Des retours radar noyés dans les interférences des vagues et les signatures des drones. Beaucoup de choses se passèrent très vite. Mais le système Aegis ne sourcilla pas. Il avait simulé des scénarios comme celui-ci des milliers de fois. Les radars le plus récents et le plus puissant, embarqués à bord des derniers destroyers de la classe Harley Burke, commença méthodiquement à trier le contact, à attribuer des priorités de menaces et à calculer des solutions d'interception. Les cellules de lancement vertical ouvrirent, des missiles Evolved Sea Sparrow jaillirent dans les airs, chacun poursuivant un drone entrant différent. Les canons navals de calibre 121 mm sur le pont commencèrent à marteler un rythme régulier, tirant des projectiles à fragmentation dans la vague de têtes de embarcations d'attaque rapide. Puis vinrent les Growlers. Dans les 60 secondes suivantes, leur entrée dans la zone d'engagement. Les Epsilon Alpha 18 Golf activèrent leur système de brouillage. Le réseau de drones relais iranien, l'épine dorsale numérique reliant les Saim à son centre de commandement à l'intérieur des terres, commença à subir des interférences. Puis il commença à s'effondrer. Un relais s'éteignit, puis une autre. Les embarcations rapides d'attaque, qui effectuaient des changements de cap coordonnés sur la base de données de guidage en temps réel provenant précisément de ces réseaux relais, se retrouvèrent soudainement livrées à elles-mêmes. Leurs équipages durent prendre des décisions individuelles, sans commandement central. La cohésion des l'essaim s'effondra. Ce qui avait été une attaque coordonnée sur plusieurs axes maritimes se fragmenta en embarcations isolées prenant des décisions individuelles. Et les décisions individuelles sont faciles à traiter pour un système Aegis. L'effet de cible fantôme des Growlers contraignit simultanément les batteries de missiles solaires côtières iraniennes à commencer à tirer des missiles sur des avions qui n'existaient pas. Au moment où ces batteries passèrent en phase de rechargement, les Foxtrot 35 Charlie avaient déjà transmis leurs coordonnées exactes au destroyer. L'USS Truxtun tira des missiles standards à longue portée, version 6, qui haïrent de leurs cellules verticales et atteignirent presque immédiatement la vitesse supersonique. Ce n'est pas des missiles solaires ordinaires. Ce missile dispose d'un autodirecteur radar actif dans son nez, ce qui signifie qu'il peut trouver sa cible de manière autonome, même dans un environnement électronique dégradé. Il se verrouilla sur les émissions radar de la position de défense aérienne iranienne elle-même, utilisant le propre signal de l'ennemi comme faisceau de guidage vers la cible. Dans le jargon militaire, on appelle cela la suppression des défenses aériennes ennemies par autodestruction. On allume son radar pour trouver les Américains, et les Américains tirent de quelque chose qui remontait le propre faisceau radar jusqu'à sa source. La position de défense aérienne qui était censée protéger l'essaim devint un cratère fumant. Et voici ce qu'il y a de fondamental dans la doctrine asymétrique d'essaim, que ces concepteurs comprenaient certes, mais qu'ils avaient peut-être sous-estimé dans ce contexte précis. Elle dépend entièrement de la coordination. Tout l'intérêt d'envoyer 100 petites embarcations réside dans le fait qu'aucun système défensif unique ne peut les engager toutes assez rapidement. Elles sont censées saturer la capacité de ciblage du défenseur, mais ce calcul s'effondre au moment où on retire la coordination. Avec le réseau relais détruit et la couverture,
de défense aérienne, côtière, éliminés. Les embarcations rapides d'attaque individuelle ne sont plus qu'aides embarcations. Des vedettes rapides avec de missiles, certes, mais suivies, ciblées et engagées par des systèmes capables de traiter 50 contacts simultanés sans le moindre effort. Le système de défense rapproché, la dernière ligne de défense avec son canon Gatling de 20 mm tirant 4500 coups par minute, s'occupa de tout ce qui avait réussi à traverser les couches extérieures. Lorsque l'Esolei se leva sur le détroit d'Ormuz, le bilan était saisissant. L'Iran avait perdu une part significative de ses embarcations rapides d'attaque. Son réseau relais côtier était détruit. Plusieurs batteries de missiles solaires étaient hors d'usage. Le réseau de drones relais qui avait fourni aux gardiens de la Révolution leur connaissance du champ de bataille en temps réel avait disparu. Et surtout, le groupe de combat américain avait poursuivi sa patrouille de liberté de navigation sans perdre un seul navire. Prenons maintenant du recul, car si le matériel et les tactiques sont fascinants, la véritable histoire ici est de nature stratégique. L'Iran a consacré 30 ans et des milliards de dollars à construire une doctrine militaire spécifiquement conçue pour dissuader et potentiellement vaincre la puissance navale américaine dans le Golfe Persique. Cette doctrine reposait sur un ensemble d'hypothèses, que les essaims submergeraient les systèmes Aegis, que le terrain côtier protégerait leurs batteries de missiles solaires, que la guerre électronique dégraderait les réseaux de capteurs américains, et que le coût d'un engagement serait suffisamment élevé pour contraindre les commandants américains à se retirer. Chacune de ces hypothèses vient d'être testée empiriquement, et chacune d'entre elles a échoué. L'avantage en guerre électronique qu'est l'Iran croyait posséder fut effacé par le Growler. La coordination des essaims, censée saturer la capacité de ciblage américaine, se termina avec un réseau relais anéanti et une SM fragmentée. La couverture de défense aérienne, censée protéger tout le reste, fut rendue inopérante par des missiles qui transformaient les émissions radar en arrêt de mort. Ce que cet engagement démontre, etc. c'est la partie qui a de sérieuses implications stratégiques bien au-delà de cette seule bataille, c'est ceci. L'écart technologique entre les États-Unis et les puissances régionales comme l'Iran ne s'est pas réduit. Si quoi que ce soit, ils aient creusé. Des systèmes comme les brouillages par mémoire numérique de fréquences radio, la fusion de capteurs et la conduite de combattants réseau représentent un saut générationnel par rapport aux plateformes que la plupart des militaires régionaux peuvent se permettre d'acquérir et d'entretenir. La réaction de l'Iran à cette réalité sera intéressante à observer. Plusieurs options offrent à eux. Ils pourraient miser davantage sur les tactiques asymétriques et tenter d'exploiter des lacunes dans la domination américaine en matière de guerre électronique. Ils pourraient accélérer leur programme de missiles balistiques qui opèrent dans un environnement de menaces différents. Ils pourraient poursuivre des stratégies par procuration via le Hezbollah, les Houthis et d'autres groupes alliés, pour imposer des coups en dehors du Golfe Persique ou recalibrer entièrement leur posture de dissuasion. Ce qu'ils ne peuvent presque certainement pas faire, c'est reconstruire rapidement ou à moindre coût la capacité spécifique qui vient d'être détruite ici. Le détroit d'Ormuz a toujours été un endroit où la politique de puissance mondiale, ce compris mesure 34 km d'eau. Quiconque contrôle ce passage ou menace de manière crédible de le fermer, exerce une influence considérable sur l'économie mondiale. Pendant des décennies, la doctrine asymétrique de l'Iran leur donnait l'argument crédible qu'ils pouvaient rendre le contrôle américain des détroits au moins extraordinairement coûteux. Cette nuit-là, cet argument fut confronté au matériel américain réel, aux capacités réelles de guerre électronique américaine et à la coordination opérationnelle américaine réelle. Et il ne survécut pas au contact avec la réalité. Le message qui émane de ce zone n'est pas seulement de nature tactique. Il est stratégique. Il est politique. Il voyage jusqu'à Téhéran, jusqu'à Pékin, jusqu'à Moscou et dans chaque capitale qui avait considéré la doctrine navale iranienne comme un modèle potentiel pour contester l'hégémonie navale américaine. Ce modèle vient d'être mis en pièces. La marine iranienne n'a pas disparu, mais sa doctrine la plus dangereuse, celle en laquelle ils se croyaient vraiment,
celle autour de laquelle ils avaient construit leur dissuasion régionale, vient de recevoir une réponse dans un langage qui n'a besoin d'aucune traduction. 34 km d'eau, une nuit, et l'équilibre des forces dans le golfe Persique n'essaiera plus jamais tout à fait le même qu'avant.